grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, vous êtes en direct sur Radio Imo. L'application, je vous le rappelle, elle est récupérable extrêmement facilement. Ou sinon, de toute façon, l'émission, vous la récupérez également en podcast. On est avec vous pour ce numéro décembre afin de clôturer l'année. Une année, on va dire, légèrement chahutée. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien de ça dont on va parler, puisqu'on s'était toujours dit avec la productrice de l'émission, Charlotte Eckerle, à qui je fais un joli clin d'œil, que le numéro de décembre est toujours consacré à un bilan intermédiaire de l'activité immobilière. Et Dieu sait que, vu l'année singulière qu'on vient de passer, il y a beaucoup à dire en termes de bilan. Voilà, c'est parti pour ce grand numéro du grand jury de la presse immobilière avec nos amis qui sont avec nous dans l'ordre chronologique. Je suis ravi de l'accueillir. Ça fait un moment qu'il n'était pas venu nous voir. On est ravi de l'avoir. Il est rédacteur en chef chez Imo Matin. C'est Christian Capitaine. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Christian ? Ça va très bien, très bien. Très heureux d'être là. Effectivement, ça fait un petit bout de temps que j'étais pas venu vous voir, donc ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez là. Voilà, une légende de la presse immobilière qui est avec nous. Elle est journaliste à Challenge. C'est notre amie Virginie Grelot. Bonsoir. Comment ça va, Virginie ? Ça va bien, et vous ? Moi, je dis qu'un grand jury sans Virginie, c'est pas possible. Oh, bah si, c'est tout à fait possible. Je suis ravi que vous soyez là. Merci, Virginie. Elle était journaliste, une journaliste de référence au Monde. Elle ne l'est plus maintenant. Elle est maintenant devenue auteure d'un livre dont on va parler tout à l'heure, bien évidemment. Halte à la spéculation sur nos logements. On en parlera tout à l'heure. Les solutions pour habiter à nouveau les villes. Signé Isabelle Ray-Lefebvre. Comment ça va, Isabelle ? Très bien. Bonsoir. Merci pour ce petit pitch. Je suis positivement ravi que vous soyez là. Moi ça aussi, nous fait extrêmement plaisir, puisque c'est vrai que, Isabelle, vous êtes avec nous depuis le début de l'aventure du grand jury de la presse immobilière, et on est ravis que vous soyez là maintenant, puisque vous avez plus de temps pour rédiger, justement, pour écrire des livres. On va voir, et il est sorti, hein ? Il est sorti ? Non. Il sera en librairie le 5 janvier. Le 5 janvier, donc on peut dire que c'est carrément un scoop ce soir. Absolument. Merci à toutes et à tous, à 10 mots, pas mal de choses justement dans ce titre-là, on en parlera tout à l'heure. Voilà, il fait partie aussi, on a même un rond de serviette gravé à son nom, parce qu'un grand jury sans lui non plus c'est pas possible. Il est journaliste au point, c'est quelqu'un que je lis depuis plus de 20 ans, il le sait. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu au départ. Il ne me connaissait pas, mais moi, je le connaissais de succès et de notoriété. C'est Bruno Monnier-Vidard. Comment ça va, Bruno ? Bonsoir Sylvain, ça va bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est pas possible que de faire un grand jury sans vous. Un nouveau venu dans le terrain de jeu du grand jury de la presse immobilière. Il est l'animateur emblématique des matinales de fin de semaine sur Sud Radio. C'est quelqu'un qui m'accompagne tous les samedis matin, d'ailleurs, de main de maître sur Parlons Immo sur Sud Radio. Vous savez que maintenant, on a une matinale tous les samedis de 9h17 à 10h, animée par Jean-Marie Bordry qui est avec vous, Sylvain, d'ailleurs, en général. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Jean-Marie ? Merci pour l'invitation, ça change. Alors, on inverse ses rôles, en fait. Je vais me reposer sur vous aujourd'hui. C'est pas mal. Alors, non, mais ce qui est intéressant, Jean-Marie, merci d'être avec nous, d'avoir fait le trajet, parce que vous venez de Boulogne, vous avez traversé Paris pour venir nous rejoindre pour ce direct. C'est justement de nous donner la vision de l'homme de la radio, grand public, très grand public, plus de 89 fréquences, un ancrage territorial très fort. Absolument. Sud Radio, aujourd'hui, c'est vraiment la radio du territoire et des territoires. Et 50% de croissance sur le digital sur l'année dernière, rien que sur l'année dernière. Absolument. C'est dire si les modes de consommation du média changent. Alors, c'est non seulement truc, et d'ailleurs, j'ai les chiffres précis, vous avez réuni en moyenne 605 000 auditeurs jour. Exactement. Qui vous hisse aujourd'hui en challenger de toutes les radios nationales. Bravo. Écoutez, merci. Et nous, on est très fiers de vous accueillir ici sur le plateau de Radio Imo pour cette séquence. Notre ami Régis est avec nous de Bien Ici. Comment ça va, Régis ? Bonsoir Sylvain, ça va très bien, et vous ? Voilà, Régis, l'économiste acéré qui a une visibilité sur le marché, qui va nous donner tout à l'heure dans la météo de l'IMO les éléments de marché. On va faire un petit bilan cette année. Exactement, c'est la dernière, on va faire un bilan. Voilà, un bilan cette année, la météo de l'immobilier, c'est à suivre et c'est tout de suite. La météo de l'IMO, par Bien Ici. Alors les amis, je vous le dis, on a eu... vous voulez que je vous le dise ? Oui.
Je vais vous le dire. Non. Suspense. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. Vous voulez que je vous le dise ? Je vais vous le dire. On a eu une année un peu chahutée, Régis. C'est le moins qu'on puisse dire, avec des chiffres absolument parfois irrationnels. Si on devait faire le bilan en quelques mots, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui sur la météo de Limo ? Alors déjà, oui, en effet, on est un petit peu chahuté, mais après 2 années records dans l'immobilier. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est surtout une baisse par rapport à l'année dernière et les 2 dernières années passées, mais c'est des chiffres qu'il faut savoir monitorer un petit peu dans l'ensemble. Si on regarde sur la transaction, par exemple, sur les ventes de biens, en tout cas chez Bien Ici et au niveau des annonces diffusées, on a une augmentation du nombre d'annonces de l'ordre de 23% de biens à vendre sur l'année 2023. Donc 23%, c'est assez important. Mais en fait, ce qu'il faut retenir davantage, c'est l'augmentation de la durée de diffusion des annonces. Et quand on regarde plus précisément en cette fin d'année, on a une augmentation de plus 20 jours en moyenne nationale par rapport à cet été. Donc en 6 mois, on a gagné 20 jours de diffusion. Enfin, gagné. On a augmenté la diffusion des annonces de l'ordre de 20 jours et on arrive actuellement à un volume moyen de jours de diffusion pour les appartements de l'ordre de 75 jours et de presque 90 jours pour une maison. Donc on est bien loin de ces années un petit peu folles post-Covid où tout le monde voulait une maison et très rapidement en revenant sur des ratios à peu près... Alors qu'est-ce à dire ? Est-ce que c'est à dire qu'on reviendrait à une normalité ou finalement on est plutôt sur un creux de marché qui fait que... Est-ce que par exemple l'impact des taux d'intérêt, est-ce que l'impact du fait qu'on a une dégradation très forte du pouvoir d'achat avec une hausse significative de l'inflation, ça aussi fait partie de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la crise immobilière ou pas ? Ou est-ce que plutôt on atteint un plateau qui est en train de se tasser, de se réguler d'elle-même finalement ? Alors, en gros, si je reprends par rapport à avant 2020, avant tous ces chamboulements récents au final, on retrouve sur des niveaux de durée de diffusion qui sont assez communs à ce qu'on connaissait avant. Néanmoins, par rapport à l'inflation, au taux de crédit immobilier, ça crée de l'attentisme et surtout des projets qui n'ont pas eu lieu ou qui n'ont pas pu se faire faute de financement. Un taux qui est passé, qui a gagné plus 1%, plus 2% en même pas 2 ans, c'est forcément de l'argent disponible en moins pour l'achat immobilier. Et comme on sort de 2 années un petit peu folles record où les prix n'ont cessé d'augmenter alors que... le pouvoir d'achat, lui, s'est réduit d'un coup depuis 2022. Et derrière, on a un croisement qui ne se fait plus entre l'offre et la demande, et ça devient un peu plus difficile de pouvoir financer. L'offre ne rencontre plus la demande et vice-versa. On est d'accord. Est-ce que ça impacte notamment, on le sait, le tracteur du marché, c'est la primo-accession. Oui. C'est un peu le ventre mou du marché. C'est ce qui fait effectivement nous donner les approches au niveau des territoires. Est-ce que la primo-accession a pris un coup dans la tête ou pas ? Bien sûr, c'est les premiers touchés. Ouais, on estime entre 40 et 45%. Est-ce que les chiffres sont aussi significatifs de baisse ? Alors, j'ai pas les chiffres exacts sur la primo-accession. En tout cas, sur l'effet visible qu'on peut voir, on peut voir aussi le report sur la location, qui lui impacte aussi ces données de taux de crédit haut, parce que les primo-accédants, faute de pouvoir acheter, restent locataires et bloquent un petit peu ce système de location dans la rotation, ce qui fait qu'on arrive à un système un petit peu bouché où les places libres de location ne se libèrent pas et on arrive sur un marché, lui, de la location qui est en peine d'offre à la différence de la transaction. C'est très clair. Y a-t-il d'autres points que vous souhaitiez développer justement dans ce bilan de fin d'année, Régis ? Alors, dans le bilan de fin d'année, on n'a pas parlé du neuf. Le neuf, c'est une situation encore complètement différente avec d'autres types de soucis qui sont différents. Donc déjà, avant les années 2000, si on remonte à 3-4 ans en arrière, on avait déjà des problématiques de permis de construire, de projets qui ne se montaient pas aussi facilement. Puis est arrivée la crise sanitaire, des retards dans les chantiers, donc tout ça pour pénaliser le neuf. Si on rajoute en 2022 une couche de l'inflation, des coûts de matières premières qui augmentent et des prix, on arrive sur une offre neuve qui peine à trouver sa justification par rapport à de l'existant. Si je prends un exemple un peu concret pour faire simple, et c'est un cas illustré que vous pourrez retrouver dans le dernier bilan de Statistics qui vient de sortir aujourd'hui. Je prends l'exemple de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, une ville où on construit beaucoup dans le neuf. Si on regarde tout simplement sur les prix affichés, le prix au mètre carré du neuf par rapport au prix de l'ancien, on a une différence de l'ordre de 600 € par mètre carré. Donc, admettons sur un 3 pièces,
c'est un surplus pour l'acquéreur qui se dit, dans le neuf, ça va me coûter 35 à 40 000 euros de plus pour un 3 pièces. Bon, après, il y a toujours les avantages du neuf qui font qu'on peut avoir des frais de notaire réduits, on peut avoir des aspects... avantage, oui, mais surtout un avantage sur le bâti qui est sans appel en termes de coût énergétique, de praticité, de garantie décennale. Voilà, il y a beaucoup d'avantages, mais ce qu'il en ressort vraiment dans l'intérêt principal des recherches en immobilier, c'est le prix. Et le prix qui est affiché, on a toujours un prix plus fort. Donc ça pénalise aussi un peu ce côté neuf. C'est très clair. Et justement, merci parce que vous me permettez cette transition, justement. Il est d'usage dans le grand jury, on souhaitait avec Charlotte, justement, que ce numéro de décembre soit consacré essentiellement aussi à parler de la crise de la construction et notamment du logement neuf, qui est une véritable catastrophe, et notamment pour les Français, parce qu'il s'agit quand même, in fine, du logement des Français, quand même un peu, et plutôt mal logé. J'ai le plaisir, il nous fait l'honneur de passer par le plateau, justement, de recevoir, dans quelques instants, il sera avec nous sur le plateau, c'est Stéphane Dallier, le directeur général du pôle résidentiel du groupe Nexity, justement, qui sera aujourd'hui à même de répondre à toutes nos questions aussi, et les questions notamment sur le logement neuf, pour rappeler que le logement neuf, si ça ne construit pas assez, suffisamment, ça compresse les prix dans l'ancien et inévitablement on a une demande qui est quand même assez forte. On avait des statistiques avec bien ici justement sur les demandes de location. On a atteint des chiffres absolument hallucinants avec des baisses de demandes de location drastiques. C'est-à-dire que le parcours résidentiel est en panne. Oui, sur la location, alors ça a un petit peu baissé cette année par rapport à l'année dernière, qui était vraiment très compressée. Il faut savoir qu'en 2022, tout le parc locatif s'est serré au courant de l'été, et en gros, passé le 15 juillet, il n'y avait plus rien sur le marché. Là, ça s'est un peu plus libéré sur la rotation, donc ça fait une tension un peu moins forte, mais néanmoins, on a beaucoup moins de logements à louer disponibles par rapport à la demande. Et un des points dont on n'a pas parlé aussi, c'est tous les impacts, notamment avec le DPE, qui vont jouer sur ce marché locatif et qui font une donnée qu'on a pu évoquer au cours de l'année, qui est très très parlante, c'est sur les studios. Si on regarde les studios entre ceux qui sont disponibles à la location et ceux qui sont disponibles à l'achat, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de studios qui sont en vente qu'à louer, alors que le studio est un bien par destination pour la location. C'est très clair. Donc voilà, ça c'est assez marquant. Ouais, et c'est même, ça symbolise bien évidemment la crise, qui est une véritable crise, est une crise profonde. On parlera aussi des nouvelles mesures qui ont été mises en place, et puis que les arbitrages que notre ministre du Logement a perdu récemment. D'ailleurs, j'avais même cru entendre qu'il mettait son portefeuille en question. On en parlera aussi, puisque tout est politique en matière de logement, et c'est bien le sujet du jour. À suivre, merci beaucoup Régis pour cette météo de fin d'année, toujours aussi précise. À suivre la revue du Grand Jury. La revue du Grand Jury, les amis, c'est quoi? C'est les journalistes, chacun en un coup de cœur, un coup de gueule. On fait le point là-dessus tout de suite à suivre, et on va recevoir également notre grand invité, c'est tout de suite après ça. Le Grand Jury de la presse immobilière sur Radio Imo. Eh bien, rebonsoir les amis, 18h47, vous êtes en direct sur Radio Imo. On est ravis d'être avec vous pour ce numéro de décembre où on fait le point du marché. C'est la revue du Grand Jury avec nos journalistes. Je vais commencer par Bruno Meunier-Vinard. Alors, j'ai vu quelques photos aussi. C'est bien les photos que j'ai reçues, magnifiques, superbes. Alors, on a quoi? Un coup de gueule, alors, coup de cœur, coup de cœur, c'est au choix. Coup de gueule rapide, les nouvelles conditions pour emprunter sur 25 ans imposées par le HCSF, qui demande notamment, je ne crois pas me tromper en disant ça, qu'il faut que les travaux représentent 10% du montant total. Du montant total. C'est ça. Bon, moi, pour passer de 25 à 27. Moi, je m'étonne parce que je pense que les primo-accédants qui vont aller sur 25 ans, ce sont des gens qui n'ont pas trop de moyens et qui, s'ils font les travaux, à mon avis, vont les faire eux-mêmes. Bon, voilà. Et puis, je me demande où ça va s'arrêter, ces conditions à chaque fois. Bientôt, à mon avis, on va peut-être étudier aussi le signe astrologique, la couleur des yeux. Enfin, il y a une espèce de blob administratif et qui me déconcerte. Ben, alors là, pour le coup, je suis 100% d'accord avec toi. Ça, c'est pour le coup de gueule. Le coup de cœur. Alors, petit cadeau de Noël. Imaginez un mini Grand Palais dans un mini parc de Saint-Cloud. Ben oui, ça existe. Vous allez à Meudon, à peu près à 7 km de Paris, au sud-ouest de Paris. Et là, il y a
Là, il y a un site qui s'appelle le Hangar Y, qui est en fait un ancien. On a des images. C'est un ancien site de ballon dirigeable. C'est là où a eu lieu le premier vol en circuit fermé en 1884. Et cet endroit a été rénové par l'homme d'affaires Frédéric Jousset, qui a mis 30 millions d'euros dans cette aventure, qui a duré 3 ans de chantier, qui est ouverte depuis le mois de mars. Et alors, c'est pas uniquement une nef qui sert à des événements comme la Nuit Blanche ou la Fête de la musique, etc. Et des séminaires. Oui, c'est un espace événementiel, pas uniquement. En fait, c'est une sorte de couteau suisse. Hein. Oui. J'introduis, je fais la transition avec le bouquin d'Isabelle, mais c'est à la fois un lieu d'exposition. Il va y avoir 2 grandes expositions par an. Et puis, c'est aussi à côté une promenade artistique, c'est-à-dire que c'est à côté d'un grand bassin qui a été dessiné par le nôtre. Et là, on se rapproche, on le voit en image là. Et là, il y a un parcours d'œuvres d'art contemporain qui sont soit à la propriété de Frédéric Jousset, soit qui sont prêtés par des grands musées mondiaux. Superbe. Et voilà, c'est assez inédit. Hein. Au beau jour, c'est assez sympa. Il y a une aire de jeu pour les enfants. Il y a un restaurant qui fait 280 couverts. Voilà. Mais là, le truc, c'est le vôtre ou c'est le nôtre C'est tout à fait. Voilà. Faites pas attention, hein, c'est magnifique. On peut y aller facilement. Il y a pas de, c'est free. On peut visiter. Sans Alors il problème. y a des jours où c'est réservé justement à certains événements. Mais est-ce qu'il faut payer un billet pour? Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'est pas gratuit, d'accord. Non, okay, alors c'est pour ça que je vais pas parler de prix parce que les prix changent un petit peu en fonction de l'accès uniquement au parc, ouais, aux deux, etc. Mais je croyais que l'accès au parc était gratuit. Non. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Il faut quand même qu'il y ait un petit équilibre financier. Oui, mais je comprends. Toujours des très très belles idées. Merci Bruno. On va passer à Virginie Grelot. Oui. Virginie Grelot, on a quoi en ce mois de décembre? On a coup de cœur et coup de gueule? Alors, ni l'un ni l'autre, on a juste une petite salutation confraternelle. Moi, je voulais citer, alors elle est présente sur le plateau, donc je peux pas ne pas la citer en premier. C'est le bouquin d'Isabelle Ray-Lefebvre qui va sortir donc le 5 janvier prochain. Halte à la spéculation sur nos logements aux éditions Rue de l'Échiquier. Ah. Et puis j'avais 2 petits autres coups de cœur entre guillemets. Enfin, allez-y, agitez. Hein. C'était quand même rappelé qu'il y avait quelques semaines, c'était Olivier Marin, notre confrère du Figaro, propriété Le Figaro, qui avait sorti aux éditions de l'Apogée l'urbanisme demain. Et puis encore un petit peu avant, c'était notre ancienne consoeur Catherine Sabat qui avait fait un ouvrage aux éditions de l'Atelier, En finir avec les idées fausses sur l'habitat de la chambre au territoire. Tout à fait. Et donc, je voulais juste saluer le travail de mes confrères et consoeurs, ou ex-consoeurs pour l'une d'entre elles, parce que voilà, ça donne matière à lire, matière à réfléchir, et ça fait du bien. Moi, personnellement, je n'ai absolument pas le temps de faire cet exercice. C'est marrant. J'en étais sûre de la question. J'allais vous poser exactement. Non, j'ai rien dans les tuyaux. Non. Non, j'ai déjà pas mal de dossiers toute l'année à faire. J'en ai un dans les tuyaux. Eh ben, bravo. J'en ai un dans les tuyaux. Voilà. J'en dirais que le coup. Merci pour cette délicate attention. Effectivement, tous nos regards se portent sur Isabelle et son livre. On a eu à mon avis, ça va faire couler pas mal d'encre quand même, parce que on est d'accord qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, Isabelle. Non, pas du tout. Au contraire. Mais ça se veut quand même un livre de solutions. Oui. Puisque j'ai un peu exploré ce que j'ai appelé les solutions antispéculatives dans 7 villes d'Europe. Ah d'accord. Plus la France. On va en parler parce qu'il y a des exemples intéressants. Est-ce qu'on peut les transposer ou pas? C'est une autre histoire, mais on en parlera notamment l'exemple de la Suisse et du principe de coopération, de coopérative immobilière. Très intéressant. Sur la copropriété. Intéressant, oui, absolument intéressant. J'allais dire, c'est presque un kibbutz urbain quand on y réfléchit. Oui. Un kibbutz suisse, pourquoi pas. Merci Virginie. Christian, on a un coup de cœur, un coup de gueule pour le mois de décembre. Écoute, en fait, Sylvain, j'aimerais profiter de ton micro pour remercier toutes les personnes qui nous ont accordé leur entretien tout au long de l'année chez Imo Matin. Il y en a eu pas mal et je voudrais remercier particulièrement des agents immobiliers qui nous ont accueillis il y a quelques semaines. Et je pense que pour eux, c'était pas facile parce que je pense que c'était la première fois qu'ils s'adressaient à de la presse professionnelle. Tout le monde les connaît, ils sont connus mondialement. C'est la famille.
Kretz. Bravo. La famille Kretz, donc ils nous ont accueillis chez eux dans leur maison à Boulogne que tout le monde connaît maintenant. Ils ont été hyper transparents sur leur activité, leur progression, leur stratégie. Voilà, donc voilà, je voulais les remercier. C'est des super gars, vachement humbles. Voilà, une belle famille, puis une activité, enfin en tout cas une entreprise qui a explosé en 4 ans. Ils étaient 10 agents immobiliers il y a 3-4 ans, je crois, et maintenant ils sont près de 90. C'est ça. Ils ont vendu une centaine de biens. Ils ont été un peu aidés par la télé, Ils ont très très bien expliqué pourquoi ils avaient explosé. Effectivement, la télé était pour eux, on a titré ça, c'est ce qu'ils nous ont dit, un des réacteurs nucléaires. C'était pour nous des réacteurs même un nucléaires. détonateur. Voilà. Et donc ils ont fait une centaine de ventes cette année. Ils ont une petite baisse quand même par rapport à 2022, mais l'activité a progressé parce qu'ils ont vendu des biens plus élevés, à des prix plus élevés. Et ils ont notamment vendu une maison c'était il y a quelques semaines à Saint-Barth, 30 millions d'euros. Donc vous imaginez les honoraires que ça fait. Ça peut faire quelques envieux. Ouais, je vais surtout demander à Jean-Marie de savoir s'il peut m'héberger à Saint-Barth, parce que c'est lui qui l'a acheté finalement. Oui, vous saviez, mais avec votre argent. Merci pour ce petit mot. Et effectivement, j'avais eu l'occasion avec Valentin Kretz d'animer aux assises de l'immobilier. Les assises de l'immobilier, j'étais là. Très sympa. Très sympa. Il y avait une bande de jeunes qui voulaient des autographes, etc. C'est vrai que finalement, l'impact de la télé, c'est absolument phénoménal. Jean-Marie Bordry, voilà, notre ami Jean-Marie Bordry. Est-ce qu'il y a un coup de cœur, un coup de gueule? Alors, j'avais droit à un coup de blues. Absolument. Alors, coup de blues pour les millions de propriétaires qui ont une maison qui est construite sur des sols argileux, qui sont dans un hiver très pluvieux et qui viennent de traverser un nouvel été très sec, ce qui fait que la terre a encore bougé, donc la maison a encore bougé, des nouvelles failles se sont faites. Et du coup, ça m'amène à mon coup de cœur. C'est pour notamment une équipe de chercheurs qui mène une expérience qui est assez prometteuse, qui n'est pas sur de la résine ou du béton qu'on injecterait en dessous, parce que manifestement, ça ne marche pas, mais qui consiste à récupérer l'eau de pluie de la maison, dans une citerne toute l'année, et ensuite, avec un capteur d'humidité dans l'argile sous la maison, à distribuer de l'eau par goutte à goutte à chaque fois que ça devient trop sec. Ce qui fait que même en période de sécheresse, s'il a assez plu pendant l'hiver, eh bien à tout moment vous gardez la terre suffisamment humide pour qu'elle ne bouge pas et donc votre maison ne bouge plus. Alors c'est une expérience, elle est tentée sur quelques maisons à ce stade, mais pour l'instant sur les quelques maisons ça a l'air de marcher et ça évite de faire des travaux, de reboucher les failles par exemple, ou alors de consolider ce qu'il y a en dessous. Et ça, si ça marche, on a envie d'y croire. C'est une superbe innovation. Ouais, ce serait formidable. C'est une superbe innovation. Bonsoir Stéphane Dallier. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Je suis un peu à faune, donc je vais essayer d'être quand même de parler. Alors, merci d'être avec nous, parce que je sais que vous avez fait l'effort et le chemin pour venir dans nos studios, bien que vous ayez... parce que vous parlez beaucoup en ce moment, effectivement, vous enchaînez rendez-vous sur rendez-vous. C'est la fin de l'année. Et c'est la fin de l'année. Merci en tout cas, mon cher Stéphane, que je sais que vous êtes très branché innovation. Parce qu'en plus, vous avez une double formation au business et une formation d'ingénieur TP. Quand vous voyez ce type d'expérimentation, ça vous parle forcément? Ah bah oui, si on arrive effectivement à régler ce vrai problème, qui va devenir un vrai problème d'assurance, effectivement, c'est plutôt bienvenu. Après, et c'est toujours ce que je dis, c'est l'innovation qui va faire qu'on va être meilleur, même dans la transition écologique. Et j'ai le souvenir d'avoir été invité par un certain Sylvain, à la PropTech. Et effectivement, est-ce que l'innovation et la PropTech sauvera l'immobilier? Je sais pas, mais il participera en tous les cas. Merci en tout cas d'être avec nous. On va parler tout à l'heure, bien évidemment, de la partie qui nous occupe, qui même nous préoccupe. C'est une crise structurelle et conjoncturelle extrêmement grave, inédite dans le monde de l'immobilier. On avait aussi, donc, avec vous, Isabelle, coup de cœur, coup de gueule. Est-ce qu'il y a un coup de blues pour Isabelle Rey-Lefebvre en ce mois de décembre? Oui. Bon, bien sûr, on va parler de votre bouquin. Est-ce que vous avez constaté dans l'information, vous qui avez le temps maintenant de l'observer, qu'il y a des points qui vous ont particulièrement interpellé? Alors, coup de règle sur les doigts de l'État et de l'immobilier de l'État. La Cour des comptes vient de rendre un rapport extrêmement sévère sur la gestion par les pouvoirs publics de leur immobilier qui est très abondant, 192 000 immeubles, près de 100 millions de mètres carrés, plus abondant que les pays voisins, et que ce soit la rationalisation des mètres carrés. En 2009, il y avait eu un objectif de 12 mètres carrés par poste de travail. On en est encore loin, que ce soit la rénovation énergétique, l'entretien, l'adaptation
à l'accessibilité aux handicapés, eh bien, tout ça a très, 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 très peu avancé depuis 2006. Et ils chiffrent entre 140 et 150 milliards d'euros les investissements qu'il faudrait faire pour mettre... Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas, ça. Hein. C'est sûr que c'est pas quelque chose dont on parle... Alors, dans l'immobilier de l'État, il y a tout. Il y a aussi bien les bâtiments universitaires, les casernes, les tribunaux. Et il y a quand même un focus sur ce qu'ils appellent les cités administratives. L'État, on est d'accord, est le premier propriétaire de France. Oui, sûrement. Oui. On dit même que c'était l'armée. Oui, l'armée, oui. L'armée et la SNCF. Oui, ça ne marche pas. Cette affaire ne fonctionne pas du tout. Voilà. Et ben voilà, c'est le coup de règle à l'endroit des politiques de Isabelle Rey-Lefebvre. Voilà, on va passer maintenant au grand débat avec notre grand témoin qui est sur le plateau. On va essayer de l'épargner un peu avec la voix et lui poser les questions qui vont bien pour parler effectivement de cette crise immobilière grave qui touche toute l'industrie de la ville. C'est tout de suite après ça. Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet. Et bien, bonsoir les amis, il est 19h, vous êtes sur Radio Imo, on est ravis d'être avec vous pour ce numéro de décembre, le grand jury de la presse immobilière. Alors, je ne vais pas vous bassiner, les amis, avec tous les chiffres que l'on a, dernier relevé des données de la FPI, de la Fédération des promoteurs, des défaillances d'entreprises en cascade apparentes, de sociétés qui sont placées en sauvegarde, de permis de construire purgés, instruits, mais qui ne verront pas le jour en termes très concrets, puisque coût des matières premières, c'est une première, on a des permis hyper exploitables. Les affaires ne sortent pas. On a des Français qui ont un moral en berne merci, je fais à peu près ce que je veux. Voilà. Ouais, on me met des petits mots comme ça sympathiques. La question est, dans cette crise immobilière que l'on voit poindre, est-ce que on peut dire que finalement c'est une façon de congédier, une façon de travailler, peut-être de pratiquer le métier de la promotion immobilière? Est-ce que c'est une vraie transformation ou est-ce qu'on est sur un choc finalement de marché? Est-ce que demain, quand on est promoteur immobilier dans ce pays, on a encore un avenir? Je provoque un peu, mais c'est un peu l'idée sous-jacente. À quoi ressemblera le métier de promoteur demain? Stéphane Dallier. Alors, j'espère qu'on a encore un avenir. Souvent, je dis, pour essayer de rassurer un peu mes collaborateurs, parce qu'il faut continuer à apporter quand même un message assez positif, c'est qu'on fait un métier formidable, on loge des gens. Et jusqu'à preuve du contraire, on a tous besoin d'un logement. C'est utile. C'est plutôt utile. Et on l'a vu même pendant le Covid, le nombre de collaborateurs qui étaient dans leur salle de bain en train de faire du télétravail, on voit bien qu'il y a un vrai problème de logement en France. Et en plus, on a la chance d'être dans un métier qui n'est pas exportable et qui n'est pas délocalisable. Donc évidemment qu'on a encore un avenir. Après, évidemment qu'on va le faire différemment aussi. Pendant les dernières années, on a beaucoup construit. On se posait moins la question de à qui on allait vendre, parce qu'on trouvait toujours un client. Et aujourd'hui, on a un choc. Depuis des années, on a un choc de l'offre, parce que, on voudrait avoir un choc de l'offre, mais on a toujours un problème d'offre. Et là, on commence à avoir un problème, non pas de demande, mais de solvabilité de la demande, ce qui est complètement différent. Parce qu'il y a une demande. Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à retrouver un moyen d'acheter. Donc si on identifie, que je vous comprenne bien, Stéphane Dallier, les sources de cette crise à la base, c'est qu'on a une demande finalement qui s'est effondrée par la solvabilité de cette demande. Exactement. La demande de logement est aussi forte. C'est même deux sujets en tant que tel. Alors un peu moins là, parce que en plus des difficultés qu'ont les Français à obtenir leurs prêts, il y a un attentisme énorme. On n'arrête pas d'entendre, et on est les premiers à le dire, il faut que le prix baisse. On le sait. D'ailleurs, je serais très intéressé de lire le livre, mais le fait de dire systématiquement, et on entend toutes les radios, on entend à la télé et on lit dans la presse, les prix vont baisser, du coup les Français disent je vais attendre un peu aussi. Après, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'ancien et le neuf. L'ancien, les prix peuvent baisser. C'est la faculté qu'a un propriétaire à soit baisser son prix, soit moins gagner. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu une plus-value assez importante les dernières années. Le prix du neuf, il est différent. Il est construit avec deux critères.
le prix du foncier et le coût de construction. Et pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, le prix du foncier baisse pas et on le regrette, mais je pense que ça peut être l'objet d'une autre question. Le foncier est un vrai sujet, c'est un sujet national. Et le coût technique, on l'a bien vu, fin 2022, enfin même mi-2022, avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des matériaux a fait qu'on n'arrivait plus à avoir un prix de revient cohérent, d'où les permis purgés non mis en production, parce qu'il n'y a plus de cohérence entre la construction même de ce prix et la possibilité pour un Français d'acheter. Vous voulez dire finalement que l'opération n'est pas rentable et donc les OP ne sortent pas. Exactement. Voilà, et faut être très clair. c'est une spécificité française. La VFA protège certes le client, mais protège aussi le promoteur, puisque la VFA nous oblige à donner une garantie financière en état futur d'achèvement. Voilà, nous oblige à donner une garantie financière d'achèvement délivrée par un organisme bancaire qui nous impose, et c'est bien normal, une certaine pré-commercialisation. On n'a pas la pré-commercialisation, on ne fait pas. Et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est que le volume est en train de s'effondrer. Parce que si on n'a pas de cohérence entre le prix de vente et le coût de, le prix de revient, eh bien on vend pas. Et si on vend pas, on fait pas. C'est très clair. Des questions. On commence par Bruno. Oui. Vous parlez de cette crise structurelle et conjoncturelle. Parmi les nouveaux modèles, enfin les parades que vous avez peut-être pour continuer à produire et à vendre du logement, est-ce que la construction hors site d'éléments modulaires est quelque chose que vous faites? Je crois que vous faites avec une société anglaise. Je me demande, vous me direz peut-être pourquoi. Ça réduirait les prix? En tout cas, ça pourrait peut-être réduire les durées de chantier dans des cadres de recours. Et puis aussi, peut-être, est-ce que vous envisagez de diminuer les tailles des logements pour que ça rentre dans les enveloppes voilà. Quelles sont les choses que vous mettez en place en ce moment? Alors, sur la construction hors site, effectivement, on a passé un partenariat stratégique avec Topat, qui est une entreprise anglaise. Pourquoi Topat? On a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour des entreprises qui font de la construction modulaire, et on les a trouvés très intéressants parce que ils ont des vraies chaînes de production. Il y a des robots, il y a évidemment des humains qui continuent à faire des choses au sein du module, mais ça reste une vraie chaîne de production. Mais installée en Angleterre quand même. Aujourd'hui installée en Angleterre, on est en train de les aider à s'installer en France. On croit beaucoup dans la construction modulaire, et notamment la construction modulaire avec une vraie chaîne de production, parce que c'est ce que la voiture a connu il y a quelques années. Plus on va augmenter le volume, plus on va baisser le prix. C'est notre pari. Après, il y a effectivement un délai de réalisation qui est assez formidable, puisque là où sur un chantier classique, on est plus aux alentours de 24 mois, avec une construction modulaire, on a à peu près 3 à 6 mois de conception. Il faut 3 mois pour faire 200 modules, et il faut à nouveau 2-3 mois pour les construire. Par contre... mais c'est complètement différent. Mais ça amène plein de questions. Ça amène des questions, même sur et en termes de sécurité, la prévente. Parce que généralement, et je le disais juste avant, pour avoir la fameuse garantie financière d'achèvement, on doit prévendre une bonne partie. Mais quand on a des délais 30%, il me semble. Alors, en ce moment, certains organismes bancaires demandent même à des promoteurs qui ont une capacité financière moindre que nous, à d'être à 50%, voire 60%. Ah oui, quand même. Ouais, ça monte jusqu'à là. La règle de base, c'est pas 30% de base. C'était 30%, c'est monté à 40%. On va dire. C'est une règle de marché. Oui, c'est pas une règle édictée. Oui, tout à fait. Non, et puis ça dépend de la capacité aussi du promoteur à mettre des fonds propres. Oui, ce qui démontre aussi la fébrilité du marché de la part des banques et des compagnies à augmenter leur sécurité, leur niveau de risque. Oui, et puis on voit bien qu'il commence à y avoir des défaillances aussi. Et donc il va y avoir des reprises de chantier. Mais pour revenir sur le modulaire, quand on n'a pas le temps de prévendre, c'est compliqué de construire aussi. Donc c'est tout un nouveau schéma organisationnel dans la construction modulaire, et la construction hors site. L'intérêt aussi du modulaire, c'est de tout équiper à l'avance. Donc ça sera jamais 100% de notre production. Par contre, sur tout ce qui est un peu systématique, sur des résidences gérées, type résidence étudiante, ou sur des logements sociaux, où on a le cahier des charges à l'avance, là, il y a un vrai intérêt parce qu'on livre en un seul point, on monte tout, et après,
on livre sur le chantier et on assemble. Et contrairement aux idées reçues, on peut faire de l'architecture avec la construction modulaire. Christian, vous vouliez intervenir? Ouais, non, il y a aussi peut-être un nouveau relais de croissance, j'ai vu qu'il y avait chez vous, c'était Nexity Solaire. Là aussi, on valorise en fait du foncier non constructible. Ça, c'est un segment de marché sur lequel vous portez de bons espoirs. Ouais. Oui, on a lancé Nexity Solaire il y a pas très longtemps. Alors c'est venu d'un constat. Alors vous savez que chez Nexity, on a beaucoup de métiers et on était lotisseurs. Et lotisseurs, c'est-à-dire que c'est foncier conseil. Donc ce sont des très bons développeurs qui vont trouver des terrains assez conséquents. Et avant les lotissements, on travaillait avec la ville sur des terrains qui étaient peut-être pas constructibles à un moment donné, mais qui étaient en modification de réglementation, de zone et de PLU. On voit bien la difficulté qu'ont les élus aujourd'hui à transformer, et on pourra parler du ZAN. Donc il y a des terrains qui sont non constructibles et qui servent pas à grand-chose aujourd'hui. Faire des fermes solaires, ça a réellement un intérêt. Donc on va tester. On a racheté une partie de Angelotti l'année dernière, il me semble. Et ils avaient commencé à initier cette nouvelle activité. Donc on va essayer de pousser un peu plus loin. Ouais, Angelotti, c'est un groupe de promotion immobilière, un groupe familial, en Occitanie, assez réputé. Et plutôt aménageur. Est-ce que ça veut dire que Nexity va devenir énergéticien demain? Non, sûrement pas. En plus, on voit bien qu'il commence à y avoir des SEM spécialisés dans ce domaine. Par contre, on aura toujours besoin des gens qui ont la capacité de sourcer du terrain, de déposer des permis de construire, parce qu'il faut déposer des permis aussi pour faire des fermes solaires, et puis après de revendre ou bien d'exploiter, mais pour l'instant c'est pas le but. Jean-Marc Bordeaux. Est-ce que sur les projets solaires, vous avez des problèmes avec les voisins, comme on peut en voir par exemple sur l'éolien? Est-ce que ça suscite des inquiétudes, des recours par exemple, ou est-ce que ça passe beaucoup plus facilement? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que c'est une spécificité française. Les recours, on veut systématiquement capter, mais on veut pas d'antenne relais. On veut plus d'énergie carbonée, mais on veut pas non plus d'autres énergies. On veut une crèche, mais pas de nouveaux habitants, pas pour pouvoir financer les crèches. Enfin, voilà. Les Bretons avaient évité les centrales nucléaires de la même manière il y a 40 ans, ceci dit. Mais donc pour l'instant, c'est trop tôt pour le savoir. C'est un peu trop tôt. Virginie. Ma question, c'est quand même qu'est-ce que ça change sur, Bruno l'a évoqué, sur les logements. C'est-à-dire, alors il y a eu ce mouvement à une époque de logements extrêmement compacts, qui était vraiment petit pour le coup, donc c'était pas très satisfaisant. Toutes les adaptations aux normes énergétiques, comme ça entraîne un surcoût, on a quand même vu sur la plupart des programmes une architecture réduite à sa plus simple expression. Là, non. Voilà, je suis gentille des fois. C'est très politiquement dit. Et donc là, on se demande comment le logement va évoluer face à ces nouvelles contraintes. Alors on entend bien, effectivement, qu'une partie des fonciers ont été achetés très cher, ce qui rend donc les opérations, compte tenu effectivement de la hausse qu'il y a eu sur les coûts de construction, les matériaux, etc., qui se sont calmés quand même depuis. Mais il y a eu plein de paramètres dans l'équation qui ont changé, mais sur le produit final, alors les solutions de préfabrication seront pour les logements de demain. Là, il faut écouler des chantiers en cours. Qu'est-ce que ça change ? Alors, je reprends donc votre question. En sachant qu'il y a la CDC aussi qui va vous permettre d'écouler vos stocks. C'est vrai qu'on a... Et Action Logement, pardon. Voilà. Sur la taille aussi, la distribution. Alors, la cuisine... Non, mais pour être très clair, est-ce qu'on rogne sur l'espace? Est-ce qu'on rogne sur un certain nombre de sujets pour pouvoir justement être aussi dans la dynamique du logement durable et abordable? Alors, il est vrai que si on imagine descendre de 15% le prix du logement, je ne vois pas, à moins d'avoir tout d'un coup une TVA réduite à 5%, je ne vois pas comment on peut avoir le même logement. Ça, c'est sûr. Après, il ne faut pas avoir peur de la taille des logements. Entre un 80 mètres carrés haussmannien, mal distribué, et un 60-65 mètres carrés aujourd'hui, c'est vraiment... bas de plafond. C'est pas la même chose. La hauteur du plafond à 2,50 mètres, vous savez... c'est sûr que par rapport à un 3,20 mètres d'un haussmannien, mais il n'empêche que les charges, et notamment les charges de chauffage liées à la hauteur sous plafond... Sauf que sur du neuf, il y a beaucoup moins de charges de chauffage. Stéphane Dallier, si vous aviez une TVA réduite, est-ce que ce serait une bonne chose? Vous le souhaitez? Vous poussez cette idée? Non, mais
vous savez, on parlait tout à l'heure de la différence entre le prix du neuf et le prix de l'ancien. Moi, je suis toujours assez effaré de voir que dans les villes, on a une différence entre le prix du neuf et le prix de l'ancien, bien souvent inférieure à 20%. Sur l'ancien, il n'y a pas de TVA. Il n'y a plus de TVA. Sur le neuf, il y a 20%. Or, le bilan carbone et surtout la vraie valeur intrinsèque de nos logements, il reste quand même hors taxe. Donc je ne dis pas qu'il faut une TVA réduite. La TVA réduite, on l'a dans les zones en rue, dans les zones QPV, dans les 300 mètres. On a d'ailleurs exprimé notre volonté de passer de 300 mètres à 800 mètres. Parce que ça permettrait sur une bonne partie de nos logements d'avoir une TVA réduite. Et ça, c'est de la primo-accession. Je vous vois sourire là. Juste, c'est marrant, j'ai comme une petite idée. Virginie. Non, mais évidemment qu'ils vont être pour. Mais on peut élargir le périmètre puisque ça permet de bénéficier d'une TVA réduite. Oui, mais on ne va pas dire le contraire. Mais la TVA réduite pourrait par exemple avoir un effet très positif sur la baisse des prix. Non, mais c'est un peu comme si là vous avez eu ce rapport sur les droits de mutation. Le rapport de je ne sais plus quel organisme dit les droits de mutation c'est énorme, Cour des comptes, voilà, merci. Ça pénalise, etc. Sauf qu'on sait très bien que si jamais on supprimait les droits de mutation, les vendeurs augmenteraient d'autant le prix. Donc le problème, c'est qu'en fait, c'est de savoir à qui revient, si la TVA baisse de 10 points, à qui revient finalement la baisse réelle des 10 points. Et c'est pas toujours à la auditrice qui nous dit la TVA sur le neuf, c'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai qu'on dit tous que le logement c'est un bien de première nécessité et c'est le seul bien de première nécessité qui ne soit pas une TVA réduite entre nous. Oui. Et Isabelle? Moi, je voulais vous poser 2 questions. Je suis tout à fait d'accord, je partage complètement votre diagnostic de la crise de... T'as pas eu de réponse? Non, j'attendais qu'il finisse. Oui, pardon, excusez-moi Isabelle. Finissez la réponse pour... voilà. Sur à qui profite le crime? Alors, sur à qui profite le crime et surtout la baisse de taxes. Comment allez-vous concevoir les prochains logements pour baisser le prix? Ouais. Ah oui. Alors, première réponse. C'est une bonne question. Si on avait une TVA réduite, aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils sont à un peu plus de 4. Bon, on espère qu'ils vont redescendre à 3,5, mais on sait bien qu'ils ne seront plus jamais à 1. Donc quand vous passez de 1 et pourquoi pas à 4... Ah non. Bon, d'accord. Bon, quand vous passez de 1 à 3,5, il y a à peu près 20% de capacité d'endettement en moins. Donc à qui profite le crime? En fait, c'est pas un crime, c'est que les Français vont pouvoir enfin racheter par rapport à des taux d'intérêt qui sont élevés. Après, comment on va faire si on n'a pas ça pour demain? Je pense malheureusement que d'une manière durable, et le durable dans nos métiers, c'est 2-3 ans, le volume va baisser, tout simplement. Le volume va baisser. C'est vrai que cette année, la CDC et l'AMI qui a été lancée, donc l'appel à manifestation d'intérêt, qui a été lancé par Action Logement, a permis de déstocker une bonne partie des opérations qu'on avait en cours. Vous en avez vendu à... Oui, on en a vendu et on continue. On n'a pas encore bouclé complètement nos paniers, puisqu'on appelle ça des paniers. Mais on est... Les négociations sur le prix sont... Elles sont difficiles, mais elles sont un peu obligées. Alors, moi, je me mets toujours à la place de mon client. Mon client, aujourd'hui, ça peut être CDC. CDC a aussi, lui, une obligation de rentabilité. Il a des loyers qui sont faibles, et il emprunte aussi de l'argent. Donc il a un prix. Après ça règle le problème du magasin. De stock. Ça règle pas le problème de l'usine. Nous maintenant, il faut qu'on recharge les magasins. Très juste. Donc il faut que dans l'usine, on arrive à trouver des solutions pour construire un peu moins cher. Et je le disais tout à l'heure, on a 2 variables. On a 3 variables si on veut être vraiment juste. La première variable, c'est le foncier. La deuxième variable, c'est le coût de construction. La troisième variable, c'est la rémunération du risque qui s'appelle la marge d'un promoteur. On a beaucoup critiqué le Pinel ces dernières années, surtout ces derniers mois, jusqu'à preuve du contraire, nos marges n'ont fait que descendre. Donc à qui profite le crime? Pas au promoteur, en tous les cas. La marge du promoteur, qui est donc la rémunération du risque, elle s'amenuise, le risque est de plus en plus grand. On nous demande de plus en plus d'études en amont, donc on dépense beaucoup d'argent avant même de déposer un permis de construire, et les opérations sont de plus en plus longues.
Donc, si on veut être juste, il est normal d'avoir une marge qui corresponde au travail effectué et au risque qu'on prend très en amont des opérations. Il faut savoir qu'une opération, ça se fait pas en 2 ans. Lundi dernier, mes équipes me passent un comité, un dossier de 2018. Ça y est, enfin, on a le permis, on va acheter le terrain. Encore 2 ans pour construire. 2025. 2018-2025, 7 ans. Et c'est pas rare. On a souvent 7 ans entre le moment où on signe un terrain et le moment où on livre un acquéreur. Donc c'est toute la difficulté de notre métier. Là, il y a un vrai sujet structurel, là, du coup. Entre politique, court-termiste, et des mandats qui sont pas du tout alignés sur le même tempo. Et des lois. Ça devient... et des lois qui sont pas alignées sur le même tempo aussi. Mais c'est vraiment la difficulté qu'on a à piloter nos entreprises. C'est pour ça que je dis d'une manière malheureusement un peu durable, le volume va baisser. Donc on a CDC, on a l'AMI qui nous a sauvés. Après, eh bien, il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions. Carrément sauvés. Mais évidemment, pour la troisième fois, à sauver les promoteurs d'une manière générale. Pour la troisième fois. Il y a eu 2008. Et il y a eu le Covid. Et puis, il y a effectivement ça. Alors, à sauver aussi et à accélérer la production. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on prévend pas, mais on ça fait a été pas. aussi l'occasion d'une évolution technique, technologique. On a en l'impression 2008, non. Non. Ce que je veux dire, c'est là, peut-être. Oui. On peut espérer effectivement qu'il y ait une modulation. Ce qui est intéressant, est-ce que moi je me mets à la place du grand public, c'est-à-dire que le grand public, nous sur Sud Radio, ils nous écrivent, ils nous disent je trouve pas à louer, je trouve pas à acheter, je trouve pas ci, je trouve pas ça, mon tonton, ma tata, je dois me loger, etc. C'est très prosaïque, c'est très basique. Souvent on leur parle, quand on parle de rénovation énergétique, ils sont tous d'accord pour sauver la planète. Néanmoins, ils ont besoin de se loger le soir, quoi. Ils ont besoin d'un hébergement, ils ont besoin d'hébergement pour leurs enfants. Enfin, comment on rend lisible toutes ces contradictions d'une société qui veut être en neutralité carbone, en trajectoire bas carbone, qui veut ne plus artificialiser, qui veut faire du vélo. Je sais pas comment on fait, mais voilà. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on essaie de trouver des solutions, là, mais le prix de sortie dans le neuf, il est dans ce Monopoly, il est quand même... il obéit quand même à des contraintes de hauteur. Parce que je pense que si vous faisiez plus d'étages, par exemple, ça pourrait faire baisser... Oui, est-ce que c'est une solution, la verticalité des contraintes de foncier, parce qu'on ne doit pas artificialiser. Donc il y a une compète sur les terrains. Oui. Enfin, les contraintes de PMR pour les personnes à mobilité réduite qui changent aussi, qui modifient l'intérieur des appartements. L'obligation de faire des parkings alors que peut-être qu'il n'en faudrait pas, ou des choses comme ça. Ça a été allégé. Hein. Oui. Beaucoup. Par exemple, dans vos programmes, est-ce que vous êtes obligé de faire tous les appartements avec tous obéissant à la PMR aujourd'hui ou pas ? Alors, c'est assez difficile quand même de se dire qu'on peut ne pas en faire. Quand il y a un handicapé qui vient, même si effectivement c'est 5% de 5%. 5% d'handicapés en France, 5% d'handicapés moteurs d'handicapés. Mais on peut pas, nous, décemment, dire vous avez le droit d'aller dans cet appartement et pas dans l'autre. Après, il y a eu des allègements. Il y a eu la loi à changer. Il y a eu des allègements, et notamment quand on faisait des cuisines. Parce que, vous savez, il faut un minimum entre l'îlot central, entre les placards, des choses comme ça. Et on arrivait à une absurdité où nos clients non handicapés qui avaient acheté nous demandaient une cuisine. On était dans l'incapacité de le faire avant d'avoir livré le bien, parce qu'on se rendait hors la loi par rapport à la loi PMR. Donc tout ça a un peu évolué. Mais je ne sais pas si c'est un axe d'économie. Moi, je pense que la vraie économie, elle y est, et vous le disiez, elle est aussi sur la densité. Aujourd'hui, le prix des terrains ne baisse pas. Mais c'est pas tant le prix du terrain qui nous importe, c'est le prix au mètre carré que l'on va construire qui nous importe. Et c'est vrai que même les aménageurs, et c'est quand même assez regrettable, puisque on entend souvent l'État dire vous vendez trop cher, on va faire un choc du terrain. Nous, on en rêverait. Mais les collectivités sont dans l'incapacité de nous vendre des terrains moins chers que ce qu'ils ont inscrit dans leur bilan. Parce qu'ils n'ont plus non plus de revenus autres, et ça reste leur source de revenus. Les aménageurs qui aménagent des ZAC ont aussi des contraintes budgétaires. Les aménagements sont chers,
en aménageant, il crée aussi des écoles, il crée aussi pas mal de choses. Ce que j'ai dit récemment, j'étais invité au Sénat, c'est que, et c'est peut-être une piste de réflexion, l'État aide aujourd'hui à la sortie, c'est-à-dire qu'ils vont aider pas mal de bailleurs à trouver les ressources nécessaires pour nous acheter. Moi, je trouve que l'argent devrait être mis plutôt en amont, à essayer d'aider les aménageurs, parce que y a une aide de l'État, à baisser le prix du terrain, et du coup, on construirait des logements qui seraient compatibles aujourd'hui avec les prix qu'il faut demain. Ça peut être une piste. Jean-Marie, vous vouliez intervenir. Dans quels sont les endroits en France aujourd'hui où c'est le plus difficile de construire, où les projets globalement sont les plus difficiles à mener à bien dans le contexte actuel? Alors, d'une manière générale, dans les métropoles, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, on l'a bien vu. Il y a des exigences en matière écologique largement supérieures à ce que nous impose la réglementation, la RE 2020, qui fait qu'on a du mal. Il y a un excès de zèle. Je ne sais pas si c'est un excès de zèle. Moi, je ne juge pas de la politique de quelqu'un qui a été élu. Il a été élu pour de bonnes raisons. Et s'il est à tendance écologique un peu plus forte que la réglementation, on ne peut pas aller contre cette volonté. Par contre, on est souvent mal perçu alors qu'on est très vertueux. D'ailleurs, on est quand même un des seuls métiers à être imposé, à être très vertueux. La RE 2020, elle est quand même assez contraignante. Par rapport aux autres pays, c'est une des réglementations les plus contraignantes. Cette perception négative, toujours résistante. Mais alors, il y a une perception négative déjà du béton. Après, il y a une petite musique qui consistait à dire maire bétonneur, maire sortant, ce qui n'a jamais été prouvé. Si. Maire constructeur, maire battu. Aux dernières élections, ceux qui ont beaucoup délivré de permis de construire se sont fait beaucoup battre. Et même, il y avait un nouveau maire à Villemomble qui avait même mis, au bout d'1 an de mandat, il avait fait un 4 pages en disant... On avait parlé au grand jury, une tribune en disant « je ne signerai pas... J'ai annulé 22 permis de construire que mon prédécesseur avait accordé, soit 636 logements, j'ai révisé tout à l'heure. Et donc, il y a, je me rappelle aussi, Françoise Lecouf, elle s'est fait élire sur « je ne délivrerai plus un permis ». Si, maire constructeur, maire battu, c'est hélas un adage qui est vrai. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire une généralité. On peut parler de François Rebsamen, constamment réélu alors qu'il est un maire constructeur. Par exemple... À Dijon, les maires durent 40 ans en moyenne. Regardez l'histoire. Non, mais il y a mais parce que le vin doit durer. Les auditeurs me disent qu'il y a un maire sur deux qui n'a pas été élu, qui n'est pas sortant. Il y a un maire sur deux qui n'est pas sortant. C'est que les Français veulent pas. Les Français s'estiment propriétaires de leur vue et ne veulent pas que leur vue change devant chez eux partout, qu'on soit à la campagne, à la montagne ou en ville. Oui, bien sûr, il faut beaucoup de volonté politique et vraiment... Il faut beaucoup de courage politique aujourd'hui. Beaucoup de courage politique et vraiment soutenir les opérations, apporter aussi, dire aux gens qui sont là, vous allez avoir du plus. Vous allez avoir plus une crèche, vous allez avoir des services publics. Il faut aussi penser aux gens qui sont là en disant... les services. Vous allez avoir peut-être un transport en commun qu'il n'y avait pas. Il faut aussi mettre en valeur ce que peut apporter la construction. Aujourd'hui, le raisonnement basique, c'est de dire, voilà, il y a des nouvelles constructions qui vont faire baisser le prix de mon patrimoine parce qu'il y aura davantage d'offres. Non, je crois que c'est plus basique que ça. C'est votre vue, votre soleil, enfin la vôtre, c'est pas le vôtre. Je vais me permettre de faire une petite... Voilà. J'aime beaucoup le titre. Je vais juste faire sur la 4e, c'est lire. Si les logements servaient à habiter dans de bonnes conditions de confort et ne servaient qu'à cela. Point d'interrogation. Et si les immeubles comprenaient des équipements collectifs financés grâce à des économies réalisées sur le prix du terrain. Point d'interrogation. Et si l'on tournait enfin le dos à 2 modèles dépassés, vous n'allez pas vous faire des amis ce soir, la pleine propriété et la location. Pour y parvenir, les pouvoirs publics locaux, nationaux, européens doivent rendre aux citoyens la possibilité de choisir et de contribuer à leur propre habitat en considérant le sol, pour ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un bien commun dont il faut réguler l'accès et le prix. Moi, j'aime beaucoup la forme, mais je peux vous dire que ça va ruer sévère dans les brancards. Et expliquez-nous, c'était ma question. Ce que vous êtes en train de nous dire, Isabelle, c'est que vous êtes favorable à une planification. C'est de la planification.
Oui. Attendez, oui, ça s'appelle pas autrement. Tout le code de l'urbanisme, c'est de la planification. Non, mais attendez, on est sur un marché libre, on est sur un marché d'entre... Non, c'est un débat qu'on a déjà eu. Vous êtes favorable à une planification de la politique du logement et de la consommation. Mais le logement, c'est politique. C'est hyper politique. Donc on devrait tarifer le prix du pain, comment on va tarifer le prix de la sortie. Je disais que le pain n'est plus tarifé depuis 86. Oui, mais enfin, c'est quand même une vision un peu colcosienne. Non. C'était ma question que je voulais poser justement à M. Daillet. Il y a quand même dans l'équation une variable qui est le prix du foncier. Est-ce que le prix du foncier, c'est pas intangible? Est-ce que c'est soumis au marché? Est-ce que vous êtes arrivé à renégocier à la baisse des prix du foncier en disant, écoutez, aujourd'hui, ce que je pouvais vendre 10 000, aujourd'hui, je ne peux pas le vendre, parce que je suis d'accord avec votre diagnostic, il y a un problème d'accessibilité du prix. Il y a eu un décrochage des prix par rapport aux revenus, et donc, je regardais l'INSEE, la portrait social, la dernière mouture, les ouvriers, entre 2004 et 2018, ont perdu, en euros constants, 7 000 euros de patrimoine, et les cadres en ont gagné 99 000 dans le même temps. C'est l'immobilier qui explique beaucoup ça. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous arrivez, et dans vos négociations avec CDC Habitat ou Action Logement, est-ce que vous arrivez à revoir à la baisse les fonciers sur lesquels vous étiez positionnés et donc à faire baisser le prix final? Oui. Marginalement, malheureusement. On y arrive quand c'est... Et même les fonciers publics, parce que vous m'avez dit, un jour en off, vous m'avez dit le foncier public... Là, pour le coup, les fonciers publics, ils baissent pas. Non. Et les aménageurs veulent pas négocier aujourd'hui. Vous êtes quand même d'accord que l'État pourrait quand même faire baisser c'est ce qu'on regrette. Foncier d'Île-de-France qui vend des je voudrais vraiment qu'on aborde tous les sujets, on va compléter justement. Et souvent d'ailleurs dans les rubriques d'Imo Matin, on en parle souvent, c'est le recyclage, vous savez, la réhabilitation, la réversibilité. Est-ce que vous y croyez, vous, à un marché qui compterait à dire finalement que le recyclage urbain va devenir finalement la nouvelle panacée de la promotion immobilière? En tout cas, il y a des beaux projets qui sont en cours avec Carrefour, notamment. Alors, ça en fait partie. Effectivement. C'était ma deuxième question. Donc 76 sites, c'est ça, qui vont être réhabilités. Donc tout est acté, tout est planifié, tout est programmé. Quasiment fait. Alors, je vais revenir juste avant sur la réhabilitation. On a lancé, nous on y croit, puisqu'on a lancé une marque en septembre qui s'appelle Nexity Héritage, qui est en fait un groupement d'expertise qu'on avait déjà au sein de Nexity, avec certaines filiales qui faisaient de la réhabilitation. Et il faut distinguer la réhabilitation de la rénovation. La réhabilitation, c'est vraiment l'immeuble qu'on réhabilite dans sa globalité. L'intérêt, c'est que c'est une nouvelle source de foncier qui répond à la problématique du ZAN, du déjà là. Oui. On ne peut pas tout réhabiliter, mais on peut réhabiliter pas mal de tertiaires qui est devenu totalement obsolète. Et d'ailleurs, qui est devenu obsolète aussi par les nouveaux usages. On voit bien que l'immobilier d'entreprise a quand même du mal à trouver structurellement, et c'est même plus que conjoncturellement, un nouveau souffle. Donc ça, on a lancé cette nouvelle marque, et on arrive aujourd'hui à transformer du tertiaire en résidentiel. Et je fais toujours une petite distinction entre le résidentiel et le logement. Et c'est un point technique. Le tertiaire des dernières années a été construit avec une trame, c'est-à-dire une épaisseur du bâtiment de 18 mètres, qui se prête volontiers à la transformation sur des résidences gérées avec des logements qui sont extrêmement tramés, qui se prêtent un peu moins à du logement familial. Mais on y arrive sur quelques étages. Donc ça, on a des exemples qui sont concrets, qui fonctionnent. On sait aussi, et ça va être une nouvelle donne, qu'il va y avoir un repricing important des actifs tertiaires. Une baisse des prix, comme vous voulez dire. Le repricing. Exactement. Je traduis. Oui, en français. Une baisse des prix, parce que... mais pourquoi je dis repricing ? Parce que souvent, les actifs tertiaires sont détenus par des institutionnels privés. Oui, mais on peut parler français voilà, quand même. Mais vous avez raison. Et ils vont être obligés, à un moment donné dans leur bilan, de baisser un peu le prix parce que ils n'arriveront jamais à le sortir. Après, on parle de régénération urbaine. Et ça, c'est le deal qu'on a fait avec Carrefour. Carrefour est propriétaire de beaucoup d'espaces autour de leurs centres commerciaux.
Et donc on a passé un partenariat avec eux et on a monté une structure commune où le foncier de tous ces alentours a été logé dedans. Donc on est au démarrage, il y a effectivement 76 sites, il y a quelques sites dits prioritaires qui vont sortir au fur et à mesure. Il n'empêche que le travail commence, puisque il faut obtenir des permis de construire, et pour ça il faut que la ville, donc il faut que la municipalité et le maire soient d'accord sur une certaine jauge, et ça va être beaucoup de programmes mixtes. Et c'est tout là l'intérêt, et je crois que c'est ça aussi le promoteur de demain. C'est pas celui qui va faire des logements d'un côté, du commerce de l'autre, des bureaux, des choses comme ça. On va avoir une véritable mixité. Je parle pas de mixité sociale ou privée. C'est vraiment une mixité d'usage. Voilà. Ce genre de site. La part des logements va varier en fonction des sites. Ah, exactement. En fonction des sites, en fonction des besoins. Et puis aussi en fonction des besoins de Carrefour. En même temps, il y a une vraie logique, parce que chaque territoire étant hétérogène, ça va dépendre. Mais est-ce que, par exemple, j'ai une bêtise, mais il pourrait y avoir un hôtel ? Ah, mais il pourrait y avoir un hôtel, il pourrait y avoir une école si tout d'un coup la ville a besoin d'école. Okay. Bruno. Non, parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'un bureau obsolète, c'est pas forcément un immeuble résidentiel ad hoc. Hein. Voilà. Ça dépend de son site, ça dépend de son attractivité, etc. Et pour avoir fait récemment un dossier en parallèle du CIMI là, sur la transformation de bureaux en habitat, je me suis rendu compte que ça se heurtait à vraiment pas mal de problèmes, notamment de la volonté de certains maires qui veulent pas voir partir la manne des bureaux de chez eux. Bon, ils vont y être contraints, je pense, bon gré mal gré pour certains. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce qui fonctionnait, c'était la transformation de bureaux en résidence service. Où là, et puis aussi ce que vient de dire Monsieur Dallier, cette mixité d'usage qui peut répondre à pas mal de problématiques. Alors, il nous reste 3 minutes pour conclure. Je voudrais qu'on regarde un petit peu les éléments et qu'on parle aussi de l'économie générale, mais aussi de l'entreprise Nexity. Beaucoup de choses se sont produites au sein de l'entreprise Nexity. Comment se porte aujourd'hui le groupe Nexity, qui est aujourd'hui le numéro 1 français en matière de promotion immobilière, premier immobilier producteur de logements résidentiels en France. Quelle est, Stéphane Dallier, la santé du groupe Nexity aujourd'hui ? Résilient et combatif. Je crois que plus que jamais, il faut ouvrir nos chakras sur le devenir de la promotion immobilière. Alors Nexity n'est pas qu'un promoteur immobilier. Nexity est vraiment un acteur majeur dans l'immobilier, puisque on a beaucoup de métiers au sein de Nexity, et il faut absolument qu'on arrive à saisir les opportunités du moment. On parle de réhabilitation, on parle de solaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'activité. Pourquoi ne pas continuer à faire ce qu'on faisait avant, quelques petites zones d'activité ? Ça marche encore, et on en a besoin, mais on le fait différemment. Il y a une mixité entre l'activité, les commerces, les logements. On va saisir aussi les opportunités de la réindustrialisation. La fin du Pinel acte tout un pan finalement de l'activité. Certains l'ont critiqué et autres. Vous voulez compléter ? Non, je laisse la question, c'est il y a quoi après le Pinel, quoi ? Eh bien, il y a quoi après le Pinel ? Il y a qu'il faut retrouver une... du logement. Exactement. Il y a qu'il faut retrouver... De l'activité, des bureaux... Il faut retrouver une rentabilité aussi pour les particuliers. Nous, on défend le droit à la propriété. Quand vous voyez ce qui est écrit en disant que finalement l'industrie immobilière était perfusée à coup de niche fiscale, partagez l'idée. Mais c'est un faux débat, et je le disais il n'y a pas très longtemps. Et je le disais il n'y a pas très longtemps à notre ministre. C'est le ministre Patrice Vergrit, me semble-t-il, qui dans une tribune a dit il faut qu'on arrête avec le droga. Oui, c'était dans le point, je rappelle. Effectivement, c'était dans le point. Et le président de la FPI n'était pas très content, et il s'en est ému. Il n'y a pas que lui qui était pas content. Mais évidemment. Après, mais je le disais d'ailleurs à Patrice Vergrit, faut pas oublier pourquoi ça a été fait. Ça a été fait parce que ça a permis de corriger, justement ce que je disais au début, ça a permis de corriger cette TVA de 20%. Quand on regarde le Pinel, qui va s'arrêter, le Pinel... Et qui est remplacé par rien. Fin 2024, il n'y a pas d'indicateur. Fin 2024, il s'arrête. Mais le Pinel, le Pinel permettait d'avoir une TVA nulle sur 9 ans, puisque on paye la TVA à 20%, et au fur et à mesure, on la récupère. Et d'ailleurs,
je trouve, et il me semble que c'est Nicolas Sarkozy, en remettant le cellier en place, avait eu cette idée. Je trouve quand même que quand on recherche de l'argent, et l'État recherche de l'argent, c'est bien dommage de ne pas profiter d'un prêt à taux zéro fait par les particuliers à l'État. C'est tout ce que je dis. Un commentaire, Virginie. Non, je ne reviendrai pas sur le Pinel, mais on a beaucoup évoqué des cessions de certaines de vos activités, notamment toute la partie service. Où est-ce que Nexity en est ? On en a beaucoup parlé. Alors, effectivement, et vous verrez qu'il y a eu un communiqué de presse qui a été envoyé ce soir, donc je vous laisserai le lire. Ah bah non. S'il a été envoyé, il est donc... Vous, des gens hyper connectés... Eh ben non, mais ça passe pas ici. Okay. C'est fait exprès. Je vais demander à la régie. Ça avance bien. Voilà. Est-ce qu'on a accès aux communiqués de presse qui ont été envoyés ? Alors, oui, j'ai quand même... Ça marche pas. Peut-être aussi au niveau de la partie agence immobilière, syndic, etc. Je peux, c'est officiel ? Si c'est envoyé, oui. 18h22, Nexity entre négociations pour céder ses activités à Bridgepoint. Lesquelles activités ? Les activités des services immobiliers, donc des activités de transaction, de gestion et de syndic de copropriété. L'ensemble des activités. Autrement dit, donc Bridgepoint entre en négociation exclusive. Autrement dit, les rumeurs qui couraient sur le fait que le groupe Arch avait des vues sur les services immobiliers, on peut enterrer cette idée ? Mais je peux pas me prononcer sur ce sujet. Vous êtes également actionnaire majoritaire d'un des premiers portails d'annonces immobilières français, qui s'appelle Bien Ici. Tout à fait. Est-ce que vous envisagez aussi de céder les participations que vous avez sur Bien Ici ? Alors, c'est pas aujourd'hui, en tous les cas, dans les négociations qu'on vient d'initier avec Bridgepoint, ça ne rentre pas dans ces négociations. Effectivement, dans ces négociations, il y a l'administration de biens, il y a la gestion, il y a le syndic et la transaction. Et ça s'arrête pour l'instant là. Et c'est combien d'agences aujourd'hui, Nexity ? C'est un peu plus de 200 agences sur tout le territoire. Ça représente... Alors, on parle d'un coût de cession d'environ 450 millions d'euros. Vous confirmez ? Je crois que c'est marqué un peu moins. Exact. Je crois que c'est marqué un peu moins. Un petit peu. Donc vous entrez en négociation. Donc c'est officiel. C'est officiel. Vous l'avez reçu dans vos boîtes à 18h22 exactement. On en parlera très certainement. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Voilà, l'idée c'était d'aborder aussi tous les sujets. Et d'espérer que finalement, dans une période de crise, qui est un véritable bouleversement, soit propice à un changement positif, puisque de toute façon, in fine, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même des Français à loger. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le rapport d'Oxfam qui a été publié il y a quelques jours. Alors, on peut ne pas être d'accord sur certaines analyses. En tout cas, le fait est clair, c'est que la concentration de la propriété immobilière, finalement, se fait dans de plus en plus de petites mains, au détriment d'une masse qui n'a plus les moyens de se loger. Ça, c'est vraiment inquiétant. Voilà, on va terminer ce sujet, effectivement, sur une petite musique sympathique que l'on va lancer pour remercier nos invités. Je voudrais qu'on vous remercie, Stéphane Dallier. Merci beaucoup. Directeur général du pôle résidentiel du groupe Nexity. Merci à vous et on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. On va se quitter d'ailleurs sur une musique de Michael Bublé, voilà, sur les fêtes de Noël. Je voudrais qu'on fasse un immense triomphe à notre amie Isabelle Ray-Lefebvre. C'est publié aux éditions de l'Échiquier. Nous sommes deux à le montrer. On a montré les aficionados, halte à la spéculation sur nos logements, les solutions pour habiter. Ça sera à partir du 8 janvier dans les bacs, à la FNAC, partout. On s'achète le bouquin, bien évidemment. Et merci pour la dédicace également. Un grand merci également à Bruno Monnier-Vinard, qui est journaliste au Point. Merci Bruno, on vous souhaite d'excellentes, belles et très belles fêtes de fin d'année. Également à Christian Capitaine, notre ami rédacteur en chef de Imo Matin. Merci Christian d'être passé par le plateau, ça nous fait plaisir. Vous allez passer quelques très belles fêtes de fin d'année. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci également à Virginie Grelot d'être passée par le plateau, journaliste à Challenge. Un peu de repos pour ces fêtes de fin d'année. Peu, oui. Voilà, en famille. On
On a une pensée pour nos amis journalistes qui ne sont pas là, notamment nos amis de Capital, mais aussi un petit mot, on espère qu'elle sera peut-être parmi nous en janvier, notre amie Marie Cœur de Roi de BFM Business, j'espère qu'elle pense un petit peu à nous. Voilà, on lui fait un petit clin d'œil, on lui souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et à notre nouveau venu dans le club et le grand jury fermé de la presse immobilière, Jean-Marie Bordry. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. À samedi surtout. C'est super, et puis on va se voir samedi, exactement, comme tous les samedis direct, matins. Et on s'arrête pas puisque on est là, même pendant les fêtes, avec Parlons Immo, Parlons Vrai sur Sud Radio. C'est tous les samedis matin. Merci Jean-Marie Bordry. Merci à Charlotte Ecker, notre superbe productrice, qui a mis en piste et en mélodie l'ensemble de cette émission. Merci à Théo, merci à Jason, merci à toutes les équipes de Web Radio Édition. D'ici là, les amis, prenez soin de vous, passez de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vais vous dire une chose, ce qui fait société aussi dans ces fêtes de Noël où on s'interroge sur notre vie, sur le sens de notre existence, écoutez, c'est le partage, parce que le seul moyen de s'enrichir, c'est de partager ce que l'on fait, ce que l'on dit, et avec des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes moyens que nous. Donc si vous avez la possibilité de donner, de partager un peu de temps avec les uns et les autres, faites-le. Je pense que c'est aussi l'essence même de notre rôle dans une société qui se veut libre, démocratique et moderne. Merci à tous. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.